ça c'est fonctionnel. OK. Bon, donc, voyons rapidement l'architecture d'un web mapping. Pour aller plus loin, il faut d'abord comprendre l'architecture d'une application web simple. Web. Ça, je crois que l'année passée, vous avez présenté ça. OK, ça, on a parlé de ça l'année passée, hein, rapidement. OK. En règle générale, on dit quoi? Un web, c'est un ensemble de machines en réseau communiquant via un langage commun. C'est-à-dire, j'ai ma machine ici, je peux entrer en connexion avec l'autre machine via la connexion Internet qui existe ici. Voilà. Donc, ici, le web va fonctionner en mode. Client serveur. Je n'arrive pas à le. OK. Vous qui êtes en ligne, essayez de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, je disais que le web fonctionne en mode client-serveur. Ça veut dire quoi? Vous avez une machine qui se comporte comme un client et un autre qui va se comporter comme un serveur. Un client, c'est quoi? Quelqu'un qui vient à la boutique, qui demande quelque chose, veut quelque chose. Puis, il fait la demande. Maintenant, le serveur qui est là-bas, lui, il réunit ce que le gars a demandé là, il met ensemble et puis il lui donne. D'accord? C'est juste comme ça que le web fonctionne. Un client qui va faire des requêtes et puis la requête est adressée à une machine et le serveur va réunir les éléments de réponse puis adresser la réponse. Tout ça en s'appuyant sur un protocole de communication qu'on va appeler HTTP. Les ressources en général dans le web, c'est ça, hein, les pages HTML, les images, des photographies, tout ce qui est page Internet que vous voyez là avec des tests, avec des graphes, avec des images, des photos, des illustrations, ainsi de suite, ainsi de suite. Avec même par moment des programmes. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, malheureusement, je n'ai pas de pointeur. Hein. Ça, ceux qui sont en ligne, ils voient mon pointeur. Ceux qui sont en ligne, ils voient mon pointeur, mais vous qui êtes ici, vous ne voyez pas. Bon, OK. Vous voyez la machine qui est là, tout c'est marqué client. Ça, généralement, c'est à partir de notre navigateur ici, notre machine. Peut-être Firefox, ça peut être Mozilla, ça peut être Opera, Google Chrome, ainsi de suite. À partir de là, je peux être, par exemple, sur Google Image, qui est une page Internet à partir de Google Chrome. Et puis, je demande à voir la photo du fouille. Vous voyez. Je suis un client, c'est ce que je demande. D'accord? Le serveur va fouiller et puis m'apporter cette information-là, l'image. Vous utilisez souvent Google Image, non? C'est très bon, hein? Apparemment, il y a d'autres modules qui existent maintenant où vous pouvez présenter l'image, ça vous donne le nom. Par exemple, ceux qui font beaucoup, ceux qui font la botanique, peuvent prendre une feuille d'une espèce donnée, peut-être que tu ne maîtrises pas le nom de l'espèce, prends la feuille, tu fais la photo et tu demandes. C'est comme si, de toute façon, je demande au feuille là, je mets le nom au feuille, à partir du nom, on fait la recherche. À partir de l'image aussi, on peut faire la recherche maintenant. Donc, dès lors que mon client ici fait la demande, le serveur va mettre la page HTML en place. Maintenant, l'image que j'ai demandé, on va aller demander à la base de données s'il y a des photos là-bas qui existent, et fouiller. Et puis, je présente tout ça. Ça, c'est l'architecture basique d'un système web.
Là, je pense que Emmanuel vous a longuement parlé de ça. Maintenant, au-delà du web, quand on parle maintenant de web mapping, il y a des éléments qui vont s'ajouter à cette architecture qui est là. Donc ici, tout ce qui va nous permettre maintenant de faire de la cartographie en ligne s'ajoute à ça, à ce qui existait déjà. Donc notre système d'information géographique qu'on faisait en vase clos, les différentes parties seront déployées dans l'architecture du web qui existait et ça va nous donner maintenant web mapping. D'accord? Donc ici, le client est toujours là, mais vous voyez que en plus des navigateurs web qui existaient, qui faisaient partie de l'architecture web, maintenant, on a des applications SIG qui peuvent se comporter comme des clients. Vous voyez là, QGIS. À partir de QGIS, on peut ouvrir une, comment on appelle ça? On peut se connecter à distance à une base de données. On a fait ça l'année passée. Hein? Voilà. Donc, vous avez des applications OpenLayer, Google Maps. Ce sont des applications cartographiques, le client cartographique, qui peuvent se connecter à un serveur web. Donc, vous voyez que le serveur web est toujours là avec les modules, peut-être Apache ou bien Oracle, ainsi de suite. Vous les avez là qui vous donnent des ressources en suivant le protocole de www, tout ce qui est basique au niveau de l'Internet. Maintenant, vous voyez qu'au niveau du serveur de données, le serveur de données, là, en plus au niveau du serveur de données dans le web ici, ça va, ce serveur de données là, excusez-moi, ces serveurs de données vont stocker, garder toutes les informations, toute la base de données utile donc au renseignement de la page web, bien, tout ce qui est service. Maintenant, vous voyez qu'à côté, on a mis une couche spatiale. Ça veut dire que la base de données qui était là et qui servait de base de données au niveau du web, cette base de données n'était pas une base de données spatiale. Maintenant, on va apporter tout ce qui est élément pour faire en sorte que ce soit une base de données spatiale. Ça, on a fait ça aussi l'année passée. Notre base de données qui n'était pas spatiale, on l'a rendue spatiale. Donc, vous voyez là, à partir de PostGIS, vous avez PostgreSQL, PostGIS, vous avez Oracle spatial, vous avez MySQL spatial. Toutes ces bases de données spatiales, c'est-à-dire que quand on dit une base de données spatiale, c'est une base de données qui permet de gérer des données géographiques, données spatiales. Donc, en plus de cette base de données, nous avons maintenant un autre élément important qui est le serveur cartographique. Un serveur cartographique, on lui demande de produire peut-être une carte à partir de tel élément. Donc, le serveur cartographique va aller au niveau du serveur de la base de données, serveur de données cartographiques, prendre les différentes couches, prendre les différentes informations et les mettre ensemble avant de les envoyer au serveur web ou l'afficher au serveur au niveau du client. Mon ami, je peux appeler Amandine pour moi. Amandine. Ou bien tu vas là, elle m'a donné une bouteille d'eau, Donc ici, vous voyez les serveurs cartographiques qui sont là. Il y a Map Server, GeoServer, AGI Server, attention.
et qui sont capables de délivrer des services WMS, WFS, WCS. On va revenir tout à l'heure sur le temps sur ces différents services. Donc, vous voyez qu'avec le client ici, on peut accéder à une base de données via l'Internet, faire une requête et la page qui va s'afficher là, l'application qui va s'afficher, va s'appuyer sur des ressources du web. La requête est adressée au serveur web. Le serveur web sait qu'il y a des éléments de réponse qui émanent de son ressort. Le serveur web apporte ça. Maintenant, quand il va s'agir de faire des cartes, lui, c'est pas fait ça. Il va s'adresser au serveur cartographique. Et le serveur cartographique s'adresse à la base de données cartographique pour rassembler les éléments, les mettre ensemble, les donner au serveur web que soit affiché dans une page HTML. Voici en gros, merci beaucoup. Voici en gros l'architecture d'un web mapping. Oui. Oui. Attends, pas bien saisi. C'est ça. C'est ça. Quel lien? Communication là? Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est des langages de communication lorsque on est dans une application spécifique. L'application là, on part directement du client ici, peut-être QGIS, on n'a pas besoin d'afficher une page Internet HTML. Là, on contacte directement notre serveur cartographique qui nous donne les informations. Maintenant, l'autre lien qui est en haut là, tout droit comme ça, SQL là-bas là, le serveur web, peut-être a besoin d'une partie de données pour remplir la page HTML. Mais ces données-là ne sont pas des données cartographiques, des données simples. Peut-être, voilà, des trucs comme ça. Et puis, lui, il affiche ça directement ici. On peut avoir besoin d'un tableau qui n'a aucune référence spatiale. Hein. Et puis, il intègre ça dans sa page HTML, c'est qu'il affiche. Voilà. Maintenant, s'il s'agit de données cartographiques, dans une partie de la page HTML, il parle. En ce moment, pour remplir cette petite partie cartographique-là, on a besoin des services du serveur cartographique qui a demandé au serveur de donner les données nécessaires à la réalisation de cette carte. C'est bon? J'espère que vous comprenez ça. Hein? Ouais, faites bien la différence entre une page HTML, une page Internet qui s'affiche avec des tests par-ci par-là, et puis une petite fenêtre avec une carte dedans. Si c'est une telle carte, le test là, c'est-à-dire que toute la partie de la page avec le test, ça c'est le serveur web qui gère ça. Maintenant, s'il y a des données supplémentaires pour alimenter ça, ça c'est le serveur de données qui va gérer ça. Maintenant, s'il s'agit de faire des cartes, la fenêtre au niveau de laquelle il faut faire apparaître une carte, en ce moment, le serveur web va s'adresser au serveur cartographique qui va permettre de renseigner cette partie. Mais comment le serveur cartographique fait? Lui va s'adresser au serveur de données, utiliser les données spatiales qui existent là-bas, faire la compilation et envoyer ça au serveur web. L'afficher. Maintenant,
le lien où il y a la communication là, le lien où c'est marqué communication WPS et ainsi de suite. Là, par exemple, ce que nous allons faire plus tard avec une application Mapbender, ce n'est pas une page HTML en tant que telle, c'est une application avec des onglets, des outils que nous allons mettre en place pour accéder directement à un serveur cartographique et nous faire ressortir les services. D'accord? Ça, c'est vrai que c'est Internet, mais ce n'est pas géré directement par un serveur web. Mais, je ne sais pas comment je vais dire ça, tout le système baigne dans un système, dans un serveur web. Quand on va, parce que quand on va faire, on va mettre en place, pas si c'est Apache, on va prendre cette année bien Tomcat, tout ça c'est des serveurs web. Mais la notion de protocole HTTP, ce n'est pas forcément, je veux dire, ce ne sera pas une page HTML qu'on va mettre en place. Si vous comprenez. Ce ne sera pas une page Internet avec beaucoup de trucs, mais seulement. La compréhension que je fais de ce que vous êtes en train d'expliquer, ici, le serveur client dans la relation communication peut être l'administrateur qui a besoin, qui n'a pas besoin de passer par une page web, mais qui peut rentrer directement en contact avec le serveur. Mais tu sais qu'avant d'entrer en contact avec les serveurs, tout ça c'est via Internet, via le web. C'est ça. Mais aujourd'hui, je veux dire, par ce canal-là, en ayant accès au serveur cartographique, puis à la possibilité en ce moment de faire des manipulations sur le contrat. Par rapport à celui qui, par rapport à un client web simple, pas juste faire des requêtes, pas obtenir un résultat. Non, si c'est à ce niveau, ça va dépendre du rôle qu'on donne à chaque utilisateur. D'accord? Il peut y avoir un client simple qui vient, qui lui, il ne peut que regarder les données, il ne peut rien faire d'autre. Mais il y a d'autres clients à qui on a donné des rôles spécifiques, qui peuvent venir et modifier des données, télécharger des données, et arranger les choses comme. Et puis il y a certains à qui on a donné le rôle de super utilisateur, ou bien administrateur de premier plan, qui peuvent supprimer des choses dedans, faire tout ce qu'ils veulent dedans. Mais, sur la base de l'architecture qui est ici, le lien qui est là, qu'on a mis communication là, dit simplement que à partir du client, on peut adresser un protocole de communication avec un serveur cartographique pour faire ressortir des informations. Mais toujours est-il que tout ça se fait à l'intérieur d'un système web, puisque c'est Internet qui est utilisé. On est d'accord? L'architecture basique du web, ça c'est toujours en place. Vous voyez ça toujours dans cette architecture qui est là. Mais en plus de ça, il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter. Le serveur cartographique, on va adresser comment on appelle ça? Le serveur web va adresser une communication au serveur cartographique pour faire ressortir des informations. Mais c'est pour dire simplement le lien qui est là. Pour dire simplement qu'il y a la possibilité à partir du client de s'adresser. Quand on dit directement, c'est un peu trop dit. Si on passe toujours par des protocoles Internet, c'est pour dire que le serveur cartographique peut délivrer des services du type WPC, du type WFS, du type WCS. D'accord? Et que le client cartographique peut afficher ces services. Sinon, si vous prenez ça comme un lien, vous voyez que ce n'est pas la même configuration de communication entre les deux. Vous voyez qu'ici, c'est juste un trait comme ça qu'on a fait. Mais même ici, là, à partir du serveur cartographique jusqu'au serveur de données, vous avez un truc ici, non? Une flèche qui est là. Mais la communication va se faire toujours par le protocole HTTP Internet. D'accord? Maintenant, le serveur Internet, là, comment on fait ça? Le serveur web va s'adresser au serveur de données via le code SQL. D'accord?
Maintenant, quand on est en local, par exemple, dans notre machine ici, on peut faire un service, un serveur web, un serveur de données des Postgre, et puis GeoServer, on le met en connexion. Quand on les met en connexion, vous allez voir, GeoServer même là, avant de fonctionner, il faut Internet. Il va fonctionner un peu comme dans une page Internet. Mais comme on est en local, on va mettre localhost avant de continuer. Sinon, on aurait dû mettre le protocole HTTP d'abord avant de commencer. On est d'accord? Tout se fait, c'est-à-dire que nous tous, je vais parler de toutes ces machines qui sont là, c'est comme si toutes ces machines-là baignent dans une piscine qu'on va appeler Internet. Tous sont dedans. Si ce n'est pas Internet, ça ne va pas fonctionner. Voilà. C'est bon? Bon, je pense que tout ce qu'on a dit là, tout ce qui vient derrière, c'est un peu répéter ce qu'on a dit. Le client, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une page Internet, je veux dire, un navigateur web. Ça peut être un client cartographique, comme QGIS, ainsi de suite. Donc, c'est ceux-là qui vont, c'est ceux-là qui vont nous faire voir l'information. Ils vont nous permettre de afficher l'information pour que nous puissions analyser, regarder et puis faire des traitements additionnels qu'il faut peut-être déplacer, faire des outils, pas moi, modifier des téléphones et ainsi de suite. Bon, donc, on a des clients web, ce sont des navigateurs web là. Ah, c'est bon maintenant. On m'entend en ligne là? C'est bon, on vous entend maintenant. Ok. J'étais un peu coupé là, mais bon. On n'a rien de plus de choses à derrière ici. Ok. Donc, il y a ceux-là qu'on va appeler les clients web. Suite. Bon, là, on est plus ou moins habitué à faire service. Maintenant, il y a les clients, on va dire clients lourds, qui sont peut-être QGIS, Google Earth, ArcGIS, qui peuvent nous permettre de nous connecter à un serveur web et apporter des informations. Bon, les serveurs web, généralement, c'est Apache, soit c'est Oracle Web Server, qui sont des machines qui fonctionnent un peu, qui respectent tout ce qui est protocole du web, qui peuvent donc recevoir une requête selon le protocole HTTP et puis adresser une réponse. Ici, les serveurs cartographiques, voilà, là on a dit qu'il s'agit d'un serveur spécifique qui permet la réalisation de cartes géoréférencées. C'est ce qu'il disait depuis. Un serveur cartographique, c'est un serveur d'une machine qui permet la réalisation des cartes géoréférencées. On va utiliser les données cartographiques qui existent dans un serveur de données et puis réaliser une carte avec ça. Il y en a des libres
il y en a des semi-libres. OK, donc, les serveurs cartographiques libres, là, voici quelques exemples. Nous créons GeoServer. C'est GeoServer que nous allons utiliser dans le cadre de ce cours. C'est un logiciel qui est libre, on peut télécharger facilement en ligne et puis déployer sur la machine pour travailler. Mais par contre, il y a des serveurs qui sont des serveurs semi-libres. Serveurs cartographiques semi-libres, comme les Bing Maps, mais le Google Maps. Google Maps, par exemple, comme ça, vous ne pouvez pas modifier quelque chose là-bas. D'accord? Vous avez accès limité, juste la possibilité d'observer des cartes, faire des déplacements, des zooms, des trucs, mais vous pouvez même télécharger des portions de tout ça, mais vous ne pouvez pas modifier les données qui sont là. Claire? Non, le GeoServer, je parlais du logiciel. On va le télécharger, on va l'installer. Si on l'installe sur une machine, la machine va se comporter maintenant comme un serveur cartographique, puisque GeoServer est déployé sur cette machine. À partir d'une autre machine, on peut faire une adresse à cette machine-là et puis lui demander de produire une telle carte. OK, excusez-moi. Il y a aussi des serveurs de données. Si nous sommes en train de faire du web mapping, nous avons besoin d'utiliser des données, des serveurs de données, pas n'importe lesquels, mais des serveurs de données pouvant utiliser des données cartographiques. C'est pourquoi ici c'est marqué, les serveurs de données utilisés pour faire la cartographie en ligne sont en réalité des systèmes de gestion de bases de données relationnelles et objets améliorés en système de gestion de bases de données spatiales. Sinon, il y a des systèmes de gestion de données simples qui existent, mais dès lors que nous voulons faire du web mapping, on a besoin que ces systèmes de gestion de bases de données soient spatiales. Et en ce moment, on a, comment on appelle ça, PostgreSQL qui est utilisé, qui peut être utilisé à cause de son extension PostGIS va être appliqué. Oracle spatial aussi peut être utilisé. En tout cas, tout ce qui est base de données pouvant gérer des données spatiales. L'avantage de cette architecture, on va économiser de l'espace parce que vous pouvez avoir une grosse machine ici avec toute la base de données dedans. Et puis, tous les autres vont se comporter un peu comme client. Au lieu que chacun cherche à avoir toute la base de données dans sa machine. Et en ce moment, toutes les machines auront leur base de données, ça va occuper de l'espace dans leur machine. Et on ne pourra pas véritablement visualiser les informations. Alors que si tout ça, on a mis dans une seule machine, nous tous, nos machines sont libérées en termes de l'occupation des données, d'espace à cause des données. Mais à partir d'un lien, d'une communication avec l'autre machine, on peut récupérer les données là, travailler. Et puis, la donnée même est toujours là-bas. Nous, on travaille là-dessus avec, sans modifier la donnée originelle qui est là. Mais on fait des traitements, et on a nos cartes, nos produits, nos services, la base de traitement qu'on a eu à faire de la base des données qui sont là-bas. Donc, toutefois, que ces données là-bas soient modifiées. Et en ce moment, on a atteint l'objectif sans que notre machine
soit surchargé de données. C'est ça l'avantage, l'un des avantages de l'architecture client-serveur. Et puis, quelque part là aussi, c'est marqué la garantie de la cohérence. Parce que si toutes les données sont là-bas, toutes les données sont dans une base de données, dès lors que la base de données fonctionne bien, ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'y a pas de données dupliquées là-bas. Parce que dans une base de données, s'il y a des données dupliquées, et vous avez appelé la même donnée là 2 fois à partir de 2 identifiants différents. Sinon, normalement, il ne doit pas avoir de problème en termes de duplication de données, en termes de surcharge, ainsi de suite. Et puis, dès lors que c'est dans une base de données, on a la maîtrise de la donnée. On sait que quelqu'un ne peut pas rentrer comme ça, faire n'importe quoi avec la donnée. La donnée, il y a un administrateur de base de données qui vient et qui s'assure de la sécurité de la base, de toutes les données qui sont là-bas. Seul le super utilisateur peut faire des modifications. Alors que les autres, ils peuvent seulement accéder puis récupérer. Même s'ils veulent copier, ils copient. Il y a certains qui peuvent copier, il y a d'autres seulement, ils peuvent regarder. Ceux qui peuvent copier, ils copient, ils font les traitements, puis ils délivrent les services. Donc, avec une telle architecture client-serveur, on a la maîtrise de la base de données. On a aussi le fait que notre base de données, notre ordinateur qui se comporte en tant que client n'a pas besoin d'avoir toute la base de données locale avant de pouvoir faire le travail. Et puis, la base de données est toujours sécurisée. Même si vous avez travaillé ici et qu'il y a eu un problème, vous avez perdu vos données, vous pouvez toujours contacter la base de données pour avoir plus d'informations. Bon, le fonctionnement ici, si on voit bien, tout ce qu'on vient de dire depuis le début, en expliquant un peu l'architecture du web mapping, on retrouve tout ça. Hein, quand on parle du fonctionnement du système. Le fonctionnement, là, ça va s'appuyer sur l'architecture. Donc, on va voir ça ici. Vous avez en 1, la petite flèche là-bas, en haut là, en 1 là, vous avez le client qui va émettre une requête. Le client, on a vu que ça peut être un navigateur, ça peut être un navigateur web, ça peut être un client lourd comme QGIS, un logiciel. Donc, ce client va émettre une requête. C'est cette requête-là qui est en bleu. Là. Et ça va venir ici au niveau du serveur web. Le serveur web, là, on a dit que ça peut être Apache, ça peut être Oracle Server, peut-être Microsoft Server, ainsi de suite. Maintenant, le serveur, là, quand il se rend compte que la requête demande que la page soit accompagnée d'une fenêtre de données cartographiques, comme lui ne peut pas faire ça, il va adresser une requête à un serveur cartographique. C'est la partie en rouge, là. En rouge. Ça, non? Le 2, là. La machine va adresser une requête au serveur cartographique ici. Maintenant, le serveur cartographique, lui, c'est un serveur. Lui, il a vu la requête qui lui a été adressée et il a besoin des données pour réaliser cette carte. Il va alors adresser une requête ici, c'est le 3 en jaune, à la base de données. Et la base de données rassemble les éléments, et puis renvoie l'information. Toujours dans le même protocole jaune. Vous voyez que ça vient ici en jaune. Quand il finit, il ramène ici. D'accord? Maintenant, lui, il rassemble les éléments. Lui, il est spécialiste de ça. Il prend les éléments et puis il forme la carte. Et puis, il envoie ça, il retourne ça au serveur web. Et le serveur web va insérer ça dans la fenêtre qu'il faut. Et puis, le tout est renvoyé ici, dans le 5. C'est quoi? En marron, là, non? 5. Voilà. Et tout le résultat, pour répondre à la première requête, là, est renvoyé au
comment on appelle ça, au navigateur web. Oui. Est-ce que ça peut arriver que tout ça, c'est un page? C'est-à-dire, une page pareil que c'est Le client là, le client, si c'est le navigateur web, c'est le protocole HTTP, non? Donc, lui, il adresse ça ici. Sur la base, j'espère que l'architecture, là, vous avez ça en tête. Hein. Lui, il a adressé là-bas avec le langage HTTP. D'accord, non? Maintenant, oui, mon ami, tu as toujours l'architecture en tête. Hein. Donc, le client va adresser une requête au serveur web. Le serveur web, si c'est juste une page HTML, le serveur web peut gérer ça en utilisant les données simples là et puis afficher. Hein? Comment? Oui, je veux dire que si ce n'est pas des données à référence faciale, quoi, il peut récupérer ça dans la base de données et puis afficher. Même quand il demandait tout à l'heure photo de fouille, c'est stocké quelque part. Il va aller prendre ça et puis afficher. Maintenant, quand il s'agit de faire, même la demande là, à une base de données, c'est en chose SQL. Là, c'est pas la question là. OK. Bon, donc tout ce qui suit, les diapos qui vont suivre là, on a déjà commenté. Hein. Tout ça, vous voyez ici, on parle là, le 1. Le test qui est là, c'est pour juste la ligne en bleu là. D'accord? Donc maintenant, tout ce qu'on vient de dire, vous voyez un peu, hein, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le serveur interroge le serveur cartographique, le serveur web interroge le serveur cartographique, le serveur cartographique va demander des informations au serveur données, chargement des données. Ensuite, on fait la carte et on restitue la carte ici. D'accord? Restitution de la carte générée à la volée selon le format choisi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, on va, au niveau du serveur, là, renvoyer l'information au client. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passe à la dernière petite partie là, ici. Puis... Oui? Dis votre map, c'est mon map. Ah, d'accord, attends, je reviens sur. Ici, là. MapBender se trouve ici. C'est un client cartographique. Lui, il développe une application. L'application va se connecter via Internet au serveur cartographique GeoServer. Sauf que je n'ai pas mis son nom ici, sinon il n'y a plus Guise. C'est là qu'il doit être. D'accord? OK, bon, voyons les types de web mapping. Il y a trois grands types. Si il s'agit simplement de visualiser une carte, c'est-à-dire que vous avez une application qui diffuse les résultats de vos
effectivement les données cartographiques, comme des cartes, comme des géocatalogues, des cartes. En ce moment, les clients ils peuvent voir et puis télécharger. Vous n'avez pas la possibilité de modifier quelque chose dedans. Donc, en ce moment, pas de web mapping, excusez-moi, web mapping statique. Les données qui sont fournies, vous ne pouvez que les exporter telles quelles. Vous ne pouvez pas changer quelque chose, vous ne pouvez pas interagir avec. D'accord? Ensuite, il y a le web mapping dynamique. En ce moment, vous pouvez réagir avec la carte et puis avoir une nouvelle disposition des choses. D'accord? Et ensuite, il y a le web mapping deuxième génération. Là, en ce moment, vous-même, vous pouvez, comme une application, par exemple, faire cette touche, mettre une touche, et puis faire la carte que vous voulez en fonction des données qui sont mises à votre disposition par le web mapping. D'accord? Bon, donc, on voit ça rapidement ici. Si par exemple, le client va envoyer une requête et puis, bon, le serveur va au niveau du serveur web, va au niveau du serveur cartographique, pas le serveur cartographique, le serveur de données pour récupérer l'information que vous nous donner. Ça peut être des images scannées, des cartes produits qui sont déjà en PMP, JPEG, puis il va nous afficher ça. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va appeler un web mapping statique. Vous voyez que là, le protocole. On n'entend rien, professeur. La carte sans la capacité. Une carte animation. Voilà. Parce que si vous avez la carte activité, bon, peut-être qu'il peut vous donner aussi la carte comme des données. Mais vous ne pouvez pas changer quelque chose sur ce qui s'affiche. Voilà. D'accord? Là, on est en mode statique. Et généralement, bon, les serveurs web là permettent de faire ça avec nos serveurs de données habituels que nous avons. Maintenant, lorsque nous avons le web mapping dynamique, en ce moment, vous avez l'exemple que je donnais tout à l'heure là. Vous avez votre page HTML qui est là, et puis il y a une partie de la page Internet là, il y a une partie qui est dédiée à une carte. En ce moment, cette partie est dynamique. Cette partie-là peut changer. Lorsque vous faites des zooms, ça peut changer. On est d'accord, non? Là, en ce moment, ce n'est plus un web mapping statique. L'image ou la carte vous est, je vais dire, qui est fournie dans la page HTML là, vous pouvez modifier ça. Vous pouvez agrandir. Si vous faites des recherches même, vous avez la page Internet qui est là, vous avez une portion Internet et une fenêtre qui est là, vous avez des zooms dessus, vous pouvez zoomer, agrandir, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez chercher, ainsi de suite. Là, cette page, il y a une partie de cette page qui est modifiée. En ce moment, vous êtes dans le web mapping dynamique. C'est bon, hein? Ici, maintenant, au niveau de la troisième génération, là, c'est un peu plus genre, c'est le domaine des applications un peu pointues qui utilisent beaucoup de technologies. Non seulement il y a l'architecture du fichier qui est HTML, il y a les CSS,
Il y a les DOM, avec le Java. Il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer ici en ligne de compte, qui vont faire en sorte que vous puissiez réaliser votre carte à volonté à partir donc de toutes les ressources que le système vous accorde. Ici, par exemple, le serveur, en l'occurrence ici, que le serveur, par exemple, peut s'adresser à un autre serveur à distance ou utiliser les données et les mettre ensemble pour la réalisation de cartes. C'est à ce niveau-là également qu'on parle des API. Tout ce qui est application, les bibliothèques en ligne, ça c'est la génération de, ça c'est le web mapping deuxième génération. Et c'est l'une des applications que nous allons utiliser dans ce MapBender. C'est bon? Tout le monde est fatigué, hein? Alors que on n'a pas encore fini. Bon, on fait une petite pause. Il est midi, mais on fait une petite pause. Parce que la deuxième leçon, on ne va pas durer, ce n'est pas long. C'est juste les outils, là, parler un peu des outils. Et puis après, bien vous voulez qu'on attende l'après-midi. Qui a dit ça? C'est la plate qu'on a reçue, non? C'est ça. Vous avez fait vos problèmes. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est pourquoi j'aime bien votre rigueur quand on est à ce niveau-là. Et après, accepter aussi ma rigueur, quand je vous dis que les activités là terminent pas, d'accord, hein? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a tout, même pas, on a tout à 9h. Vous êtes laquelle? Vous êtes à 9h. Ok, bon, on va arrêter là aujourd'hui. Ouais, voici, c'est pour arrêter à 13 minutes. On va commencer la leçon de ici après 13 minutes. Non, la première leçon. La première leçon est finie, hein? Nous sommes à la conclusion. La première leçon est terminée. C'est pour peut-être faire la conclusion ici et puis vous dire que les outils qui vont permettre de faire ça là, on va maintenant faire une carte sur les outils. En 30 minutes, on va finir. Ok, bon. D'accord. Bon, donc, on va entamer directement avec la deuxième leçon. Ce ne sera pas long. C'est juste Internet là fatigué.